Dans l'actualité de ce jeudi, la compassion du président Abdoulaye Wade envers les 13 Sénégalais confinés à Wuhan. L'ancien président demande le rapatriement immédiat de ses 13 compatriotes. Il préconise le déplacement d'une équipe médicale constituée de médecins sénégalais. Plus de détails dans un instant. Difficultés dans le secteur du pétrole et du gaz. Le syndicat national des travailleurs du pétrole réclame 200 milliards à l'État du Sénégal. Cette dette astronomique serait la racine du mal du secteur. Pédophilie et abus sexuels présumés à Dakar-Sacré-Cœur, le ministre des Sports exige plus de rigueur dans l'encadrement. Matarba était en visite dans les locaux de l'Académie accompagné par le président de la Ligue professionnelle de football. Médias de connivence, de proximité et de compagnie, la radio est célébrée aujourd'hui. L'instantanéité, un atout que la radio partage aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Dans ce journal, vous verrez comment les professionnels s'adaptent à cette nouvelle donne. En sport, basket, Porfirio Fissac se fait encore désirer. Boniface Ndong prend les rênes de l'équipe nationale. Il va diriger la tanière au tournoi qualificatif olympique en juin prochain. 200 milliards de dettes, c'est le montant que réclame à l'État le syndicat national des travailleurs du secteur du pétrole et du gaz. Les travailleurs imputent à l'État du Sénégal les difficultés financières que traverseraient certaines entreprises pétrolières. Fatima Touré, Modou Diop. Plus de 200 milliards de francs CFA de dettes dues par l'État du Sénégal et ses démembrements aux entreprises qui s'activent dans le pétrole et le gaz. Une situation qui plombe le secteur, en croire le syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz. Il demande la réactualisation des accords et textes conventionnels qui régulent son secteur d'activité. La lourdeur de la dette est telle que nos activités et nos emplois sont compromis. Dans toutes les entreprises, les PME, les entreprises sénégalaises, les acteurs sénégalais qui évoluent dans le secteur du pétrole, parmi ces acteurs, parmi ces entreprises, des PME, PMI, à qui l'État doit près de 2 milliards pour certains, 2 milliards pour d'autres. Au total, plus de 200 milliards de dettes dans un secteur. Le secteur du transport, des hydrocarbures et les activités de raffinage de la SAR au bord du précipice. Ces travailleurs sonnent l'alerte. Depuis quelque temps, pour ne pas dire depuis plus d'une semaine, la SAR est à l'arrêt du seul fait que nous sommes en rupture de brut. Il y avait eu une accalmie pendant un certain temps. Maintenant, il se trouve que ce n'était qu'un petit passage, mais actuellement, la situation reste la même. Par ailleurs, la cessation de violence des droits des travailleurs dans certaines entreprises devient une exigence pour le syndicat. Les violations des droits des travailleurs qui deviennent légion dans notre secteur. Une assemblée générale des délégués est prévue la semaine prochaine, rencontre durant laquelle le dit syndicat va décider de la date de la grève qui sera décrétée très prochainement dans le secteur du pétrole. Merci Fatima. Restons toujours dans le domaine des ressources naturelles. Le projet Massawa de Sabadola, racheté par le partenariat Barrick Gold et Teranga Gold. Cette transaction de 240 milliards de francs CFA va faciliter la mise en production des ressources minières de Sabadola en réduisant la mise en production de 2 ans à 6 mois. La protection de l'environnement est aussi prise en compte durant la rectification de l'accord du projet Massawa. Suivant plutôt Abdou Aziz Si, il est le directeur général de Teranga Gold. Bon, le rachat nous a coûté 380 millions de dollars, c'est autour de 242 milliards de francs CFA. On l'avait annoncé déjà au mois de décembre, mais nous pensons qu'avec la mise en production de ce jugement, les synergies qui sont créées, nous allons rentabiliser cet investissement, mais aussi permettre à l'État du Sénégal de gagner plus des gains substantiels au profit du trésor public. Ça tourne autour de, quand on a fait les estimations, autour de 250 à 300 millions de dollars que l'État gagnerait, parce qu'avec ce rachat, nous serons en mesure de mettre en production les gisements de Massawa
dans les 6 mois à venir après donc la clôture de la transaction. Alors que si le projet était développé de manière autonome, ça prendrait 2 ans. Sabodala Gold Operation, Teranga Gold, a accepté d'ajouter 1% de plus sur cette redevance, ce qui fait 6%, qui existe rarement dans les pays. Vous verrez ce taux de 6% seulement à des cours de l'or frôlant quasiment les $1 700 l'once. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi Abdoulaye Wade qui prend le contre-pied de Macky Sall à propos des 13 Sénégalais confinés à Wuhan. Selon le pape du Sopi, il faut à tout prix rapatrier ces 13 compatriotes. Plus de détails avec Ibrahima Kane. Maître Abdoulaye Wade enfile sa robe noire pour la cause des étudiants sénégalais de Wuhan. Au moment où l'État se déclare pas en mesure de rapatrier ses fils, faute de moyens, l'ancien locataire du palais estime que le rapatriement doit se faire immédiatement. Pour ce faire, le pape du Sopi demande aux autorités de la sous-région de mutualiser leurs efforts en vue d'organiser un rapatriement collectif des ressortissants d'Afrique de l'Ouest bloqués à Wuhan, épicentre du coronavirus. Pour Maître Abdoulaye Wade, il est hors de question de laisser plus longtemps ses étudiants, leurs parents et amis dans l'angoisse. Sur ce, il interpelle tous les pays africains sans exception, mais particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest. Toutefois, le prédécesseur de Macky Sall se dit conscient du risque, raison pour laquelle il suggère que l'opération de rapatriement se fasse avec précaution pour ne pas exposer les Sénégalais au risque du coronavirus. Entre autres précautions à prendre selon Maître Abdoulaye Wade, envoyer une équipe médicale constituée de médecins sénégalais qui, avec leurs collègues chinois, sélectionnent ceux qui ne sont pas atteints pour un rapatriement immédiat. Dans le souci de mieux protéger le peuple sénégalais, Maître Abdoulaye Wade a recommandé que ceux-là qui seront rapatriés soient mis en quarantaine dans un pays très chaud. À noter que selon les spécialistes, le risque de propagation au Sénégal est faible du fait que le Sénégal est un pays chaud. Et toujours à propos du coronavirus, le commissaire aux affaires économiques de l'Union africaine magnifie les relations Chine-Afrique, mais attire tout de même l'attention des gouverneurs des banques centrales de l'Afrique de l'Ouest sur les conséquences économiques pouvant être causées par le coronavirus. Le professeur Victor Harrison se prononçait à l'occasion de la réunion du bureau des associations des banques africaines. Il est au micro de Mohamed Samb et Thierno Laurent Mendy. Il faudrait que nous fassions attention. Je voudrais attirer votre attention sur les conséquences économiques de ce coronavirus. Actuellement, l'OPEP est en train, sinon il a fini de se réunir, pour décider de niveau de production donc, de pétrole, parce que la demande mondiale risque de diminuer. Et les conséquences par rapport aux économies africaines, vu la place de la Chine par rapport à nos échanges commerciaux, et donc on aura, et là j'attire donc les intérêts des gouverneurs des banques centrales pour les rôles que vous jouez, que vous aurez encore à jouer sur l'économie, parce qu'il risque d'y avoir une récession économique au niveau international, si nous continuons à faire les transactions en devises étrangères. À qui profitera-t-elle notre zone de libre-échange continentale? En effet, les défis de développement sont énormes et le temps est venu de prendre en main nos destins. Dernière nouvelle à Saint-Louis, les deux membres de l'UNAPAS, les deux membres de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, l'UNAPAS, Yaye Diem et Makumba Dieye, placés sous mandat de dépôt par le juge du second cabinet d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Louis. Ils sont inculpés pour association de malfaiteurs, participation à une manifestation non autorisée qui a occasionné des dommages à des personnes, violence contre des agents de la fonction publique, entre autres chefs d'inculpation. Nous y reviendrons avec notre équipe là-bas, à Saint-Louis.
Le président de la Ligue professionnelle de football et le ministre des Sports étaient en visite ce matin au complexe Dakar-Sacré-Cœur suite aux accusations portées, vous le savez, sur Olivier Brice-Sylvain. Matar Ba condamne les faits présumés et demande plus de rigueur dans l'encadrement. Pour l'heure, l'accompagnement des victimes présumées reste la seule priorité du club selon ses dirigeants. Suivons plutôt le reportage d'Aminata Maresso et Tierno Yoramendi. C'est la première sortie télévisée des responsables du complexe Dakar-Sacré-Cœur depuis l'éclatement d'une affaire de pédophilie sur des mineurs en formation dans le club. Au jour d'aujourd'hui, la préoccupation du club, de l'ensemble du personnel du club, c'est l'accompagnement des victimes présumées et de leurs familles. Au jour d'aujourd'hui également, donc, nous avons averti dès les premières heures de cette affaire les forces de police. Et donc aujourd'hui, le dossier est entre les mains de la justice. Il y a une instruction donc, qui est menée. Et donc à ce stade, nous allons rester à ce stade au niveau de la communication à ce que nous avons fait, c'est-à-dire le communiqué qui a été distribué dans les médias il y a quelques jours pour respecter encore une fois l'instruction et la phase maintenant de justice. Et nous allons collaborer bien entendu avec la justice. Aux côtés des responsables de Dakar-Sacré-Cœur, le ministre des Sports apporte sa solidarité et en appelle à la vigilance. Il faut condamner avec beaucoup d'énergie ce que cet employé a fait, qui porte un coup dur aux jeunes, tous ceux qui sont dans les centres de formation, ou bien même dans les clubs, que ce soit football, que ce soit les autres disciplines. Il faudra commencer à porter beaucoup d'attention, à être beaucoup plus regardant pour que l'encadrement de ces jeunes-là ne vire pas dans ce qu'on est en train de vivre ici, qui sont des hommes, dirais-je, c'est des prédateurs, par beaucoup de clubs professionnels ailleurs qu'au Sénégal. Donc tout ça demande une enquête minutieuse. Un scandale sexuel sur des mineurs en formation à Dakar-Sacré-Cœur. Le responsable de la cellule performance est mis en cause. Il se trouve actuellement entre les mains de la justice. Il est mis aux arrêts depuis l'éclatement de l'affaire. Fatima, face à ces dérives, la conscientisation des enfants sur le danger qui les guette s'impose avec acuité. En dehors de la famille, c'était à l'école que certaines discussions avaient lieu. Éducation à la citoyenneté, éducation civique, ces matières étaient pourtant enseignées au lycée jusqu'au second cycle. Vous allez le voir dans ce reportage, les élèves regrettent la disparition de ces disciplines. Reportage signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Djeng. Elle est élève en classe de première S2. En ce jour de grève dans son établissement, l'apprenante est en pleine révision. Aminata Tunkara nous informe que depuis la 3e, elle n'a pas fait un seul cours d'éducation civique. Je trouve que l'éducation civique, c'est une morale qui peut bien accompagner l'enfant jusqu'à la classe de terminale parce que c'est très utile et ça nous aide souvent, chose que les élèves ignorent parce que la matière éducation civique, elle est très banalisée en fait, surtout à l'école. Dans la classe de Moussa, c'est le professeur d'histoire et de géographie qui se charge, si le temps lui permet, d'aborder des thèmes d'actualité. Si on est un peu serré dans les cours, histoire de nous détendre, il nous parle un peu de la vie citoyenne, comme vous le dites. Et voilà, nous nous sentons vraiment dans son cours. On aurait préféré qu'il y ait des professeurs qui s'occupent de ça, comme ça, certains élèves aussi, ils en ont besoin parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, histoire de changer un peu. L'éducation à la citoyenneté s'est révolue ici au lycée Lamine Gueye. À la place, quelques clubs scientifiques ou de simples causeries. Au-delà des cours que nous déroulons, il y a toujours des discussions entre enseignants et enseignés. Et là, vous attirez notre attention parce que c'est bien dans ce contexte-là où cette question commence à être un fait de société qu'on mette en place un dispositif qui permette d'huiler les relations entre... Du second cycle, l'instruction civique ou l'éducation à la citoyenneté peut être une solution à ces nombreuses dérives à l'école. Mais pour ce faire, il faudrait sensibiliser
élèves et professeurs. Merci Maïmouna. Dans l'actualité politique, amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall, la question est agitée au sein du dialogue politique. L'argument de la décrispation du champ politique est partagé par l'opposition et le pôle des non-alignés. La majorité, pour sa part, estime qu'il faut respecter le droit qui a été dit dans ces deux affaires, tout en regrettant l'individualisation de ces cas. Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye. L'opposition veut que la question fasse objet de discussion au sein du dialogue politique. Une question qui figure déjà sur la plateforme du FNR. Front national de résistance, à savoir le recouvrement des droits civils et politiques de Karim Meïssa Wade et de Khalifa Ababakar Sall. Vous vous rappelez, l'opposition en son temps avait dénoncé l'instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes. Et comme nous sommes au dialogue politique pour justement régler ces questions d'injustice de façon générale, nous avons jugé opportun de revenir sur ces questions. Le pôle de la majorité et le pôle des non-alignés voient autrement les choses. Des divergences notées sur l'approche. Les termes qui ont été évoqués dans leur introduction ne nous prêtaient pas à pouvoir discuter de manière cohérente et d'aboutir à ce que nous voulions, nous comprenions de la question, c'est-à-dire mettre en place une charte de moralisation de l'action politique. Et que, s'agissant des cas de Khalifa Sall ou de Karim Wade, ou de Guy Marius Sagna et autres, d'abord, nous avons un profond respect pour nos institutions et il ne s'agissait pas de transformer notre commission en juridiction nouvelle ou en comité ad hoc pour discuter, ou en tout cas pour rediscuter des choses qui ont été traitées devant les tribunaux. C'est la raison pour laquelle nous avons considéré que l'approche qu'il faudrait, c'est de ne pas donner l'impression à l'opinion. Il faut aborder les questions de manière neutre. Les discussions se poursuivent et cette question fera objet d'échanges, estime de Kefal. Si les parties s'accordent, des recommandations se feront en ce sens. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut considérablement contribuer à l'apaisement, à la pacification, à la décrispation de l'espace politique. Merci Alassane. Venons-en maintenant à la célébration de la journée mondiale de la radio, médias de proximité, de connivence et de compagnie. Les radios communautaires ont de plus en plus de mal à tenir cette promesse. À cette occasion, l'URAC, l'Union nationale des radios communautaires, regrette les conditions de travail dans ces stations. Maguette Soare Diallo et Mohamed Dieng. Ils ont presque tous une passion pour ce médium, la radio, mais partagent aussi une information. Il s'agit des conditions de travail difficiles de certains journalistes. La journée mondiale de la radio est toujours une occasion pour parler de ces manquements. Chérif Touré est journaliste. Effectivement, donc pour les radios communautaires, l'essentiel, ils n'ont pas les moyens effectivement pour faire un travail de qualité. On exige des radios communautaires, donc c'est un peu compliqué. Parallèlement, on nous interdit de faire de la publicité. Donc c'est un peu paradoxal et je pense que aussi c'est le moment, le lieu, avec la célébration de la journée mondiale de la radio, de revenir sur toutes ces questions. L'avènement du numérique s'ajoute à ces difficultés notées. Les radios de proximité tentent de faire face. Donc, le digital est une menace non seulement pas pour la radio, mais pour la télévision, les médias classiques. Donc il faut que la radio travaille avec encore plus de proximité avec les populations. Et elles sont ancrées à leur communauté et je pense que l'ancrage communautaire nous permet vraiment de s'adapter par rapport à l'environnement. Pour changer la donne, ces professionnels comptent s'appuyer sur le nouveau code de la presse. Ils espèrent que ces textes vont donner un nouveau souffle aux radios communautaires. On a discuté avec les autorités du ministère. Donc ce qu'on a convenu pour le moment, c'est de confectionner des cartes qui seront exclusivement dédiées à ces journalistes des radios communautaires. La dynamique du nouveau code de la presse, donc il y aura un assainissement qui est une nécessité pour le milieu du journalisme et en tant que pratiquant aussi, on peut dire que c'est la bienvenue. L'Union des radios communautaires du Sénégal, un réseau qui regroupe 120 radios de proximité. Cette organisation profite de la journée dédiée à la radio pour faire un nouveau plaidoyer et redonner aux radios communautaires plus de présence.
Oui, Maguette, l'instantanéité a toujours été le charme de la radio. Malheureusement ou heureusement, c'est sur ce terrain qu'elle est chassée aujourd'hui par un autre champion de l'immédiateté, les réseaux sociaux, bien sûr. Pourquoi tendre l'oreille quand on peut pianoter sur son smartphone à tout moment pour dénicher l'information, et comment les radios professionnelles s'adaptent à cette nouvelle donne? Élément de réponse dans ce reportage de Fat Bintou Conté et Pape Sangounibaye. Entre forces de l'ordre et habitants. L'instantanéité, la spontanéité, c'est son domaine, la radio. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, l'information circule plus rapidement et cela peut poser parfois problème. Un réel problème, à savoir que les gens, à l'instant T, ont la possibilité d'avoir l'information à travers les réseaux sociaux. C'est vrai, quand on sait que la radio c'est la spontanéité et l'instantanéité, ça pose un peu problème, mais quand même, il ne faut pas trop s'alarmer par rapport à cette situation. Dire que l'avènement des nouvelles technologies a carrément bouleversé le paysage médiatique, et aussi l'avènement de Facebook, des réseaux sociaux, ne fait que confirmer cette thèse. Mais seulement pour les rédacteurs en chef de la RFM et du Sud FM, les deux canaux de distribution de l'information sont différents, dans la mesure où la radio recoupe avant de diffuser. Il est bon de donner l'information, mais donner la bonne information, c'est encore mieux. Et ça pose le débat entre médias classiques et nouveaux médias, les réseaux sociaux. C'est vrai que les nouveaux médias, les réseaux sociaux sont plus prompts à donner des informations, mais le principe fondamental, c'est la véracité, l'authenticité de l'information. Et de ce point de vue-là, il y a le travail journalistique qui fait la différence. L'information, déjà, elle doit être vérifiée, elle doit être sourcée, mais est-ce que c'est le cas par rapport aux informations qui sont distillées par n'importe qui? Donc je me dis que la qualité, la fiabilité, là, on peut le trouver dans les radios et dans l'information que distillent aussi les radios. Néanmoins, la radio tente de s'adapter à ces nouvelles technologies de l'information et de la communication en créant des sites. Maintenant, je peux dire que la majorité des auditeurs ont... À travers elles aussi, à travers le site, pouvoir aussi faire face à cette nouvelle situation, cette nouvelle donne qu'est le numérique, qu'est le digital. Avec l'avènement du digital, les réseaux sociaux concurrencent en quelque sorte les médias traditionnels. Mais pour les professionnels de l'information, cela ne peut être en aucun cas une menace. Merci Fat Bintou. 6 stations radio sont implantées à Saint-Louis. Ces radios jouent leur partition dans la sensibilisation des populations avec une différenciation linguistique non négligeable. Les acteurs prônent également la diversification des programmes. Ousseynou Diop, Pabibsek. À Saint-Louis, les directeurs de programmes ont bien respecté cette journée dédiée à la radio. Dans la vieille ville, 6 radios se sont implantées. Et pour cette journée du 13 février dédiée à ce médium, nous sommes allés à la radio Trang FM de Saint-Louis, la RTS et à Zig FM. Dans ces stations, les hommes de médias apprécient cette journée. En tout cas, nous, de notre côté, actuellement, il y a un programme qui a été connecté au niveau de Dakar. Mais sur le plan régional aussi, nous avons des émissions que nous devons animer toute la journée, portant surtout sur le thème. Parce que cette année-ci, on a parlé de diversité. On a parlé de diversité linguistique, culturelle et religieuse. Oui, je dirais que la radio est très importante pour les populations. Elle les informe et les sensibilise. Il faudra juste revoir le contenu pour que la population continue en tout cas de bénéficier de programmes importants de la radio. Mais la radio, elle est accessible, donc il faudra juste que les acteurs revoient le contenu pour pouvoir davantage permettre à la population de s'informer. Les radios locales jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation des populations avec des langues différentes. Les journalistes de la région Nord prônent la diversité du programme dans les médiums. La période que nous vivons présentement, c'est une période difficile pour tout le monde avec la conjoncture et tout, mais vous savez que les moyens font tellement défaut pour tous ceux qui font de la radio, la télé, la presse en général. Aujourd'hui, effectivement, il y a des difficultés, même si on fait le travail de façon noble, comme je l'ai dit tout à l'heure, il reste encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, avec l'accès à l'Internet et la prolifération des réseaux sociaux, le travail dans les radios devient de plus en plus difficile. Mais celles locales résistent toujours et continuent de jouer leur rôle. La radio est bien écoutée, surtout du côté du Fouta, du côté de la Mauritanie, ce qui fait que... Même s'il y a les réseaux sociaux, s'il y a l'informatique, il y a la télé, mais la radio sera toujours présente et on l'a vu pour encore donner cette information-là à la population. Même si du point de vue financier, les radios vivent des moments difficiles, ces médias continuent de jouer un rôle important dans la sensibilisation et l'information des populations de la vieille ville.
Merci Ousseynou. Et l'une de ces stations à Saint-Louis s'appelle Radio Futur Média RFM et vous pouvez l'écouter bien évidemment comme tous les jours sur la 99.3 à Saint-Louis. 504 pages pour percer le mystère marial, c'est la promesse du livre intitulé « 100 questions sur la Vierge Marie ». Son auteur, le père Guillaume Oussou-Kitio, revient ici sur les motivations de l'ouvrage au micro de Ndaïchaba Aliba. Et nous avons vu que Marie est présente. Je ne dis pas qu'elle est un problème pour tous, mais elle est une problématique, que ce soit pour les catholiques ou les non-catholiques. Il n'y en a pas qui ne connaissent pas Marie. Qui pour l'accepter, qui pour se demander mais pourquoi elle est si entre griffes envahissante dans notre spiritualité, mais qui quand même pour dire je la connais, bon je prie des fois à elle, mais je n'en fais pas une dévotion aussi particulière. Et donc l'objectif du livre revient non seulement de témoigner de notre foi, mais de rendre service à ce peuple-là, au peuple qui connaît la Vierge, qui veut mieux et qui doit chercher dans son inconscient à comprendre ce qu'est le mystère marial. Et dans les recherches, en travaillant, on a compris que ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis les premiers siècles que cette dame-là attire du monde parce que c'est la forme du féminin accompli. Voilà, donc aujourd'hui, l'accueil qui est réservé au livre, je peux dire qu'il y a satisfaction. Dans l'actualité sportive, basket avec l'indisponibilité de l'entraîneur espagnol Porfirio Fisac de Diego, pressenti, vous le savez, pour coacher les Lions du basket. Boniface Ndong va diriger donc l'équipe nationale au tournoi qualificatif olympique en juin prochain. Récit Ibrahim Khan. Porfirio Fisac crache pour le moment sur le poste de sélectionneur de l'équipe nationale masculine de basket. Annoncé de retour sur le banc des Lions par le directeur technique national Moustapha Gaye, l'entraîneur espagnol de Saragosse en Liga ACB évoque une indisponibilité cette année pour expliquer son refus. C'est son premier adjoint dans le nouveau staff technique de la tanière, Boniface Ndong, qui prend du coup les rênes des Lions. L'ancien international à la carrière bien remplie à travers le monde, surtout dans le réputé championnat espagnol, va donc coacher les Lions au tournoi qualificatif olympique du 23 au 28 juin prochain en Serbie. Boniface Ndong, assistant coach actuellement au Denver Nuggets en NBA, est également bien parti pour diriger l'équipe nationale à l'Afrobasket 2021. Allez, faisons un peu de motocross maintenant. La 4e journée du championnat national avec la formule d'une heure de course non-stop a vécu la fin de série pour Stéphane Wan chez les seniors et le fait à noter. Cher Sadibou Diarra et Amadouba nous en disent plus. Un Wan peut en cacher un autre. Yohan a remporté la 4e étape du championnat national senior de motocross. Il a mis fin à la bonne série de son grand frère Stéphane, premier aux 2 dernières courses. C'est ma première course d'endurance. C'était difficile à gérer, mais j'ai eu un bon soutien du stand qui avait déjà l'habitude d'encadrer mon frère sur des courses d'endurance. Donc j'ai eu un bon appui technique et des ravitaillements rapides qui m'ont permis de terminer 2e à la première manche et de terminer premier à la 2e manche, ce qui fait que normalement je dois gagner au final des points. Johan avait déjà pris pas mal d'avance, il a fait une très belle course et il a une belle stratégie parce qu'il a anticipé son arrêt. Donc ça fait qu'il avait une course un peu décalée et ça a payé au bout. Mais très belle course, il y a eu des belles bagarres en première manche et en 2e manche. Cette 4e journée avec la formule d'endurance d'une heure de course non-stop coïncide avec la reprise du championnat. Rentrée d'une trêve de 1 mois et demi, alors il fallait faire quelque chose de chaud pour réveiller les muscles des pilotes. Bon, le circuit a été un peu technique, mais c'était quand même très roulant. Bon, on les a fatigués, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Au classement général avant la prochaine course prévue à mi-mars prochain, Moussa Marzouni qui a réussi la passe de 4 mène c'est les juniors, alors que Stéphane Wan est leader c'est les seniors. Merci beaucoup, cher Sadibou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue comme tous les soirs dans Soir d'Info avec vous, Binta Diallo. Vous recevez ce soir Maître Abdoulaye Tine.